notre why, notre raison d'être. Puis on va creuser un petit peu ce sujet qui est quand même intéressant, qui est plus qu'intéressant, en fait, qui est fondamental pour nous comme individus, comme nous comme organisation. Puis on pourrait même extrapoler comme nous comme société. Donc en ce moment, la situation évolue, des fois pas assez rapidement, des fois trop rapidement. Puis, chose certaine, elle soulève énormément de questions. Les questions fondamentales où on nous bombarde justement de réflexion, puis de questionnement, puis de théorie, c'est bien sûr au niveau sanitaire, au niveau de la santé. On parle de déconfinement progressif, on regarde un peu ce qui se passe à l'étranger, puis on essaie de suivre évidemment quelles vont être les différentes courbes ici et ailleurs. Donc, on invente un modèle, on se pose énormément de questions sur la bonne marche à suivre, puis on apprend, comme le veut l'adage maintenant, on construit l'avion en même temps qu'on est en vol. Beaucoup de questions économiques. Pas plus tard que ce matin, sont sortis des chiffres quand même encore une fois historiques. Taux de chômage de 17-18 % au Québec, 13-14 % au Canada, presque 14-15 % aux États-Unis. Donc, c'est des chiffres là, qui suscitent aussi leur lot de questions chez les économistes, mais aussi un peu chez tous les observateurs. On parle de retour possible en forme de U ou de V, à savoir est-ce que la reprise va être plutôt rapide ou assez rapide, ou plutôt lente, pardon. Donc, beaucoup de questions d'un point de vue économique. Des questions environnementales. Faut se rappeler que pas plus tard qu'il y a 3 mois, on parlait encore de réchauffement climatique. On se demandait si on allait être en mesure de décélérer justement cette surconsommation mondiale. Et puis, donc en ce moment, on se pose des questions puisqu'on est tous confinés, notre consommation se limite au strict minimum, puis on est en remise en question peut-être globale, à savoir est-ce que c'est le moment justement de repenser nos modes de consommation? Question de société, bien sûr, il y a une distanciation physique, mais aussi une distanciation sociale. On se voit moins, on se méfie un peu des étrangers, on a peur de voir un parc, par exemple, qui a beaucoup de monde. Donc, il y a une société à maintenir, il y a une société peut-être éventuellement à rebâtir, puis on se demande aussi comment. On recherche des modèles dans l'histoire, pas juste au niveau des épisodes d'épidémie, mais différents épisodes traumatiques là, pour l'histoire de l'humanité. Puis on se pose des questions sur le comment. Finalement, on ne peut pas passer sous silence tout le niveau de l'emploi et de la carrière. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont sans emploi, beaucoup de personnes qui sont en emploi, mais en réflexion parce qu'on est dans le confinement, parce qu'on a un peu plus de temps pour réfléchir à tout ça. Puis on va regarder un peu un modèle là, où peut-être qui peut nous inspirer dans notre réflexion. Certaines organisations ont été plus rapides que d'autres pour, peut-être pas se réorganiser, mais pour ajouter quelques items à leur liste, parfois revoir leur modèle d'affaires. On pense à Bauer, par exemple, au Canada, qui est un équipementier là, qui fabrique d'équipements de protection pour, entre autres, les joueurs de hockey. Donc, on pense aux casques, aux visières, aux différents jambières là, pour les joueurs de hockey, qui s'est mis à développer son masque pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Masque de protection qui les a amenés à revoir la conception de leur casque de hockey. Ils vont intégrer, semble-t-il, une visière complète pour les joueurs de la Ligue nationale de hockey. Lorsque le confinement va leur permettre de rejouer au hockey, ben, ce ne sera pas simplement un masque de protection pour les coups, ça va être un masque de protection aussi contre le virus. Donc, un peu un modèle d'affaires qui évolue, un peu à l'image des grands constructeurs automobiles américains, sous la forte recommandation du gouvernement Trump, qui ont été un peu poussés à construire des respirateurs, les fameux respirateurs dont, entre autres, New York avait tant de besoin, là, à coût de 30 ou 40 000 unités. Donc, on ne peut pas parler nécessairement d'une révision complète du modèle d'affaires, mais sait-on que peut-être il y aurait peut-être une division santé qui pourrait apparaître dans le giron de GM, Ford ou encore Tesla. Un peu plus près de chez nous et à travers la planète aussi, le dernier modèle le dernier exemple que je veux vous partager, c'est celui des salles de spectacle et plus généralement des gens comme les chanteurs, les humoristes qui, il n'y a pas si longtemps, remplissaient ces salles de spectacle-là. Ben, c'est pas demain la veille qu'on va
nécessairement revoir des salles de 3000 personnes pour écouter un chanteur ou une pièce de théâtre. Donc, il y a une recrudescence. C'est parti d'Europe et c'est arrivé chez nous. Et oui, des cinéparcs. Donc, les cinéparcs redeviennent à la mode. Puis, il y a une raison évidente, c'est que dans un cinéparc, évidemment, par définition, on est tous un peu isolés dans notre voiture. Donc, on respecte les règles de confinement. Il s'agit d'installer une scène et puis ben, on peut interagir avec l'artiste et l'artiste avec son public parce qu'on peut klaxonner, parce qu'on peut clignoter ses phares. Donc, il y a des modèles comme ça qui se réinventent au fur et à mesure au niveau des organisations, au niveau des entreprises, mais c'est aussi vrai pour les individus, pour les personnes. On va revoir peut-être nos habitudes de consommation, on le disait tantôt, au niveau environnemental, économique. On consomme moins. Force est de constater qu'on consomme beaucoup moins depuis 2-3 mois. Puis on peut peut-être extrapoler dans 6 mois, dans un an, peut-être que nos habitudes de consommation vont changer. En tout cas, on y réfléchit et ça peut avoir une influence sur ben, notre budget, évidemment. Puis lorsqu'on réfléchit un peu plus loin, ben, il va peut-être avoir des appels de vocation. Hein. Peut-être que certaines personnes vont dire, ben moi, ce que les gens de la santé font en ce moment, ça m'inspire beaucoup. J'avais plus ou moins réfléchi à ça, mais là, ça m'inspire. Ou au contraire, des gens peut-être qui travaillent dans le domaine de la santé qui vont vouloir quitter cet univers-là après la pandémie. Bref, il va y avoir beaucoup peut-être de brassage d'idées au niveau des individus. Et finalement, ben, notre mode de vie, avec le télétravail, on est quelque chose comme 8 ou 9 millions de Canadiens à travailler de la maison soudainement. Donc, on était moins d'1 million auparavant, je crois, là, si je me fie au dernier chiffre que j'ai vu. Donc, il y a une quantité considérable de gens, un peu comme nous tous, au bureau, qui sommes à la maison. Puis, certaines personnes vont peut-être changer de mode de vie, vont peut-être s'éloigner de la ville, s'éloigner de leur lieu de travail pour peut-être vivre le rêve de la cabane en bois rond au Canada. Bref, beaucoup de réflexions. Et ça peut être un bon moment pour justement camper notre raison d'être. Notre raison d'être, encore une fois, individuelle ou collective. Puis, j'ai trouvé le vidéo que plusieurs d'entre vous sûrement connaissaient déjà. Peut-être qu'à main levée, là, il y aurait plus que la moitié des gens qui ont déjà vu, entendu parler de Simon Sinek, qui est le conférencier ici. Simon Sinek, c'est un conférencier qui est devenu le conférencier ou un des top 5 conférenciers mondiaux des TED Talks. Et les TED Talks sont ces conférences qui datent d'une vingtaine d'années, qui sont parties de la côte ouest américaine et qui essentiellement réunissent quelques reprises par année la crème de la crème des conférenciers qui vont résumer en 15-20 minutes sur une scène, le tout filmé, l'essence de leur expertise selon des thématiques. Donc, on va rencontrer là des prix Nobel, on va rencontrer là d'anciens présidents américains, des sommités mondiales, des chercheurs qui vont essentiellement synthétiser leur savoir dans une courte conférence. Donc, c'est les TED Talks. Je vous invite fortement à aller sur leur site où la plupart sont sur YouTube. Et c'est en 2011 que Simon Sinek, jeune conférencier, c'est un expert en communication, nous présente cette conférence-ci. C'est un extrait qu'on va jouer, qu'on va écouter ensemble, qui dure 5 minutes. La conférence originale dure 18 minutes, 19 minutes. Donc, c'est un petit montage. On va y revenir après. S'il vous plaît, juste m'indiquer si vous entendez bien le son. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care?
Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You ready to buy a computer from me? All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat-screen TVs. They're eminently qualified to make flat-screen TVs. They've been making flat-screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. When we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information like features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior. When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. Sometimes you can give somebody all the facts and figures, and they say, I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right. Why would we use that verb? It doesn't feel right, because the part of the brain that controls decision-making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. Or sometimes you say you're leading with your heart, or you're leading with your soul. Well, I hate to break it to you, those aren't other body parts controlling your behavior. It's all happening here in your limbic brain, the part of the brain that controls decision-making and not language. But if you don't know why you do what you do, and people respond to why you do what you do, then how will you ever get people to vote for you or buy something from you, or more importantly, be loyal? Alors, tout le monde m'entend bien? Juste faire un petit test de son après la vidéo. Oui. OK, merci. Donc, en fait, comme Simon Sinek vient de nous le dire, l'importance du why est assez fondamentale, puis elle peut expliquer parfois, en tout cas en partie, le succès de certaines organisations ou même certains individus par rapport à leur relation avec leurs clients, leurs membres ou même des pans de la société. Une des raisons pour lesquelles ça semble fonctionner comme ça, c'est que le Golden Circle, le why, how et what, qui vient toujours de nous décrire, est en concordance avec la façon dont notre cerveau fonctionne. C'est-à-dire que vous avez la partie avant, là, ici en bleu dans le graphique, qui est le néocortex. C'est le siège du côté rationnel, du langage. C'est là qu'on apprend, oui, à lire, à écrire, à calculer. Donc, c'est à travers le néocortex qu'on va capter l'information, le how et le what. Donc, on peut nous donner des faits, puis on va les absorber.
mais ce qui enclenche le processus de décision, c'est la petite partie ici, notre cerveau limbique, qui est une partie plus fondamentale encore de notre cerveau. Et c'est là où siègent les émotions, les sentiments. Donc, c'est à travers les émotions et les sentiments que nos comportements vont se forger, puis qu'on va essentiellement passer à l'action. Il y a quelques exemples, oui, d'entreprises. Simon Sinek parle de Apple parce que c'est l'exemple par excellence. Même en 2011, Apple était dans une situation encore plus dominante qu'aujourd'hui dans ses différentes sphères de marché. Mais il y a aussi des gens, il y a aussi des humains qui nous inspirent ou qui nous ont inspirés, qui font maintenant partie de l'histoire, malgré qu'ils n'étaient pas les seuls à leur époque à faire ce qu'ils faisaient, mais ils sont ressortis parce qu'ils ont su justement nous partager leur why de façon très éloquente. On peut penser à des personnes comme Gandhi, Martin Luther King ou encore Mère Teresa, qui nous ont rendu une vision inspirante de l'humanité. Gandhi n'était pas le seul homme politique à revendiquer l'indépendance de son pays, mais il l'a fait d'une manière extrêmement inspirante à travers, par exemple, son approche non violente. Martin Luther King, Mère Teresa, un peu de la même façon, ont su parler à notre cerveau limbique à travers leurs croyances, à travers les émotions qu'ils ont su faire vibrer en nous. Martin Luther King, dans son célèbre discours à Washington, nous répétait « I have a dream ». Puis comme un peu Simon Sinek nous le rappelle dans sa conférence originale, qui est un peu plus longue que l'extrait qu'on a vu, il a dit « I have a dream », pas « I have a plan ». Donc, c'est pas du tout la même interpellation. On ne se fait pas du tout interpeller de la même façon. D'un autre côté aussi, il y a des rebelles. Il y a des rebelles comme Steve Jobs, évidemment, le père d'Apple, mais aussi Einstein, qui à sa façon était deux iconoclastes du monde des affaires ou du monde de la science. Einstein, évidemment, c'était l'homme qui fait la grimace aux journalistes. C'était le scientifique qui se promenait nu-pieds. Donc, c'était vraiment des gens qui ont su inspirer les masses, qui ont su inspirer beaucoup, beaucoup de leurs pairs, de leurs contemporains. Et on n'a qu'à penser, par exemple, au slogan de Apple qui était Think Different. Donc, il y avait un appel, justement, à quelque chose qui était au-delà de la raison. Je pense que ça peut être un bon moment, par les temps qui courent, de revisiter un petit peu la raison d'être de ce qu'est Finance Montréal, puis de remonter un peu dans le temps. Plusieurs d'entre nous dans l'équipe, plusieurs d'entre vous dans l'équipe êtes là depuis moins d'1 an. Puis, trop souvent, lorsqu'on fait des embauches, lorsque les choses avancent vite, comme c'était le cas dans la dernière année, ben, on va penser rapidement un peu sur ce qu'on fait, sur la raison d'être. Et on va aller tout de suite justement sur le quotidien, les opérations, tout ça. Et je vous propose qu'on prenne peut-être 2-3 minutes pour revenir à l'origine de ce qu'est Finance Montréal et même derrière à l'origine de ce qu'est une grappe industrielle. Alors, on va commencer par la théorie. Il y a à peu près 50 ans, il y a un professeur de Harvard qui ne s'appelle pas Harry Potter, mais qui s'appelle Michael Porter, qui s'est posé une question. En regardant Hollywood, en regardant Las Vegas, en regardant la Silicon Valley, il s'est posé la question suivante. Pourquoi ces endroits-là, ces villes-là, ont des industries de niche qui sont de calibre international? C'est impossible de penser cinéma sans penser à Hollywood. C'est impossible de penser casino sans penser à Las Vegas. C'est impossible de penser à technologie sans penser à Silicon Valley. C'était le cas dans les années 70. Alors, il s'est posé cette question-là, puis à travers ses recherches, ses études, les sondages, les rencontres qu'il a effectuées, ben, il en est venu à la conclusion que dans ces endroits-là, les industries clés avaient su créer un écosystème où les acteurs de cet écosystème-là se nourrissaient les uns des autres. Puis, à un certain moment donné, l'écosystème atteignait une masse critique et dépasser cette masse critique-là, tu devenais un joueur clé sur la scène nationale, mais même la scène internationale. Donc, c'est de lui, Michael Porter, que vient la théorie des grappes, à savoir cette idée de nourrir des écosystèmes qui, à leur tour, nourrissent une industrie. Au Québec, il faut attendre dans les fin des années 80, début des années 90, pour qu'un diplômé d'un MBA de Harvard se présente en politique
et devienne ministre de l'Économie. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous le connaissez comme étant l'ancien maire de Montréal, M. Gérald Tremblay, mais à quelque part dans les années 90, début 90, il est ministre de ce qui s'appelle à l'époque ou l'équivalent d'aujourd'hui de l'économie de l'innovation. Donc, il importe en quelque sorte cette notion de grappe industrielle, justement pour cibler des secteurs où Montréal et le Québec peuvent, à son avis, représenter des forces, donc des secteurs stratégiques. Il faut attendre quelques années plus tard, au milieu des années 2000, pour voir apparaître la première forme de grappe qui ressemble à celle qu'on connaît aujourd'hui. Il y a eu quelques tentatives auparavant, mais dès 2006, on voit apparaître donc la grappe des sciences de la vie, de l'aéronautique, du bureau du cinéma, de la télévision. Quelques années plus tard, technologie, écologie ou environnement. Nous, ici, en 2010, donc ça fait 10 ans, en fait, notre 10e anniversaire. Et un peu plus tard, bon, d'autres qui se sont rajoutés en aluminium, en transport, en mode, et puis, bon, dernièrement, Propulsion Québec, tout le transport électrique. Il y en a 2 autres en chantier. Je ne sais pas s'ils sont arrivés à terme, mais on aurait une grappe éventuellement en construction, puis une grappe en intelligence artificielle. Bref, une douzaine de grappes au Québec qui sont inspirées directement des travaux de M. Porter et qui visent, à générer des écosystèmes pour nourrir des industries phares pour notre économie, pour notre société. Ben, la question importante qu'on peut se poser à ce stade-ci, c'est quoi le why de Finance Montréal? Puis je me lance c'est une idée que je propose vraiment de façon en prenant les choses de façon très macro, donc en prenant le plus long recul qu'on ne peut pas imaginer sur notre organisation. Notre why, grosso modo, c'est de faire briller Montréal puis le Québec. Pas juste faire briller les assureurs, pas juste faire briller nos membres, mais vraiment faire briller Montréal et le Québec à travers notre industrie, qui est une industrie porteuse, qui est une industrie clé pour l'avenir de notre ville, pour l'avenir de notre province. Donc, il faut juste se remettre en perspective qu'au-delà des activités que chacun d'entre nous faisons dans notre quotidien, au-delà des événements, au-delà des chantiers, au-delà des études, au-delà de la station, au-delà de la prospection, il y a cette notion chez nous, comme dans les autres grappes, de faire briller quelque chose qui est plus grand que nous. Puis ça, c'est pas anodin, parce que quand on se pose des questions sur le sens de ce qu'on fait, on peut pas passer à côté du pourquoi de l'existence de l'organisation pour laquelle on travaille. Donc, c'est assez fondamental, puis on peut le travailler, le why. Je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse complète, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de noble derrière notre mission, derrière notre raison d'être. Nos 2 amis maintenant. Donc, Roger et Edith poursuivent leur confinement, toujours à la maison en télétravail pour Roger. Edith, elle aussi, toujours au chômage ou avec la PCU là, à la maison. Puis là, ben, depuis quelque temps, ils réfléchissent un peu à leur avenir. Ils ont un peu plus de temps, un peu plus de lassitude. Donc, ils réfléchissent, puis ils se demandent un peu justement quelle va être la prochaine étape pour eux. Est-ce qu'on va se contenter du statu quo une fois le déconfinement, ou on va regarder peut-être pour d'autres alternatives professionnelles, par exemple. Donc, ils ont été chercher une approche qui est une approche japonaise qui s'appelle l'ikigai. L'ikigai en japonais, ça veut dire joie de vivre, raison d'être. Donc, c'est un mot qui a plusieurs définitions. Les Japonais ne l'utilisent pas nécessairement uniquement pour le côté professionnel, ils l'utilisent pour différentes sphères de leur vie. Donc, évidemment, pour les fins de la présentation, je l'ai adapté pour le côté professionnel, mais c'est essentiellement 4 très bonnes questions qu'on peut se poser pour trouver notre ikigai ou l'équivalent de notre why en bon français. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on aime? Hein, qu'est-ce qu'on aime faire? Qu'est-ce que spontanément ça nous tente de faire, même les mauvaises journées? Donc, première question, qu'est-ce qu'on aime? Deuxième question, dans quoi est-ce qu'on excelle? Dans quoi est-ce qu'on est bon? Où sont nos forces?
où est-ce qu'on excelle dans notre savoir ou notre savoir-faire, ou même potentiellement dans notre savoir-être. Troisième question, de quoi le monde, de quoi la société, de quoi mon environnement a-t-il de besoin? Et finalement, la dernière question, où est-ce que je peux en retirer quelque chose, que ce soit de l'argent ou toute autre forme de reconnaissance. Donc, c'est les 4 questions. Lorsque vous combinez les 2, 3 ou 4 réponses à ces questions, bien, vous avez plus de chances d'atteindre l'ikigai, donc le why, votre X, comme on dit si bien au Québec. Et lorsqu'ils font cet exercice-là, ben, Roger et Edith arrivent à des réflexions intéressantes. Roger, lui, il se souvient que ce qu'il aime, c'est la découverte. C'est un peu l'aventure, la recherche, découvrir des nouvelles choses. Pour ça, d'ailleurs, au premier chef qui s'était présenté il y a fort longtemps là, à l'école d'ingénierie, c'était pour essayer de comprendre les casse-têtes de la mécanique. Donc, éventuellement, il a diplômé en aéronautique, travaille pour une entreprise aéronautique. Puis il se dit, ben, finalement, je suis rendu un gestionnaire de projet, je me suis éloigné un peu peut-être de ce que j'aime. Donc, ça lui a donné l'idée éventuellement d'aller prendre peut-être un café virtuel avec un collègue qui, lui, est dans la division recherche-développement de son organisation. Puis, ben, il réfléchit peut-être éventuellement à regarder de ce côté-là pour la suite des choses. Edith, elle se souvient que, ben, jeune Edith, elle a 25 ans, mais elle se souvient, il y a 3-4 ans, quand elle avait commencé dans la restauration, c'était dans l'optique peut-être un jour d'ouvrir sa petite auberge, son bed and breakfast, pardon. Et bon, les années ont passé, elle avait un petit peu oublié cet objectif-là. Puis, elle se souvient qu'il y a un fournisseur d'un des restaurants où elle travaillait qui lui avait parlé d'une nouvelle tendance, la bouffe bio, végé, avec une faible empreinte écologique. Donc, elle aussi va faire un petit téléphone ou un petit Skype là, ou un petit Zoom avec des contacts pour voir si elle ne pourrait pas combiner justement restauration, bed and breakfast, puis bon, les nouvelles tendances. Donc, bref, cette approche, qui est une approche, qui n'est pas la seule, on en a vu d'autres précédemment, peut vous amener sur la piste de votre why à vous, de votre pourquoi, de votre raison d'être. On se souviendra que dans une précédente présentation, je pense qu'il y a 2 semaines, on avait regardé un peu la nature profonde des êtres humains qui évoluait beaucoup autour de la croyance. La croyance, c'est un peu l'élément qui est derrière le why, notre why à nous tous, organisation comme individus. Puis c'est important, je pense, surtout dans les temps où ça brasse un peu plus, de trouver du sens à ce qu'on fait, de revenir un peu à l'essentiel. Parce que quand on a une meilleure idée, au moins de la direction où on va, ben, c'est plus facile lorsque les temps sont troubles de lever la tête du brouillard, de regarder un peu la montagne, puis de dire, ben écoute, je suis aligné ou pas tout à fait sur ma direction ou mon objectif, puis de recalibrer le tir. Donc, si on veut revenir à l'essentiel, revenons justement à notre raison d'être, autant comme organisation, autant comme individu. Finalement, ben, écoutez, on en a parlé brièvement ce matin dans la réunion hebdomadaire. Au cours des prochains jours, prochaines semaines, on va un peu passer le chapeau pour essayer de comprendre les besoins de formation d'un peu tout le monde. Je pense que ça pourrait être une bonne opportunité pour plusieurs d'entre nous, qu'on parle de coaching ou de formation, de faire le plein de nouvelles idées, de faire le plein de nouveaux savoirs, de nouveaux savoir-faire pour le nouveau monde qu'on ne sait pas encore exactement ce qui s'en vient, mais qu'on imagine assez différent dans les prochaines années. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne réflexion. Encore une fois, merci beaucoup pour votre temps. Puis, bien sûr, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci.